très long, quoi, qui nous vient d'Oxfam. Nous avons Madame Rokhaya Fall, qui nous vient de Asie qui est le représentant de Padja au niveau du pays. Nous avons Moussa Farah Diop qui nous vient de AYC. Salimata Ba de RICODEF, qui est le démembrement de Femnet au niveau sénégalais. Et moi-même, Sokhna Djeka, représentante de Natural Justice, qui a l'honneur et l'immense plaisir de l'idée, le consortium au niveau sénégalais. Sans plus tarder, je vais juste poser la première question à Rokhaya. Pour voir aujourd'hui, Rokhaya, comment les approches intégrées arrivent à mettre en place, ou en tout cas comment les populations arrivent à travers des approches intégrées à mettre en place une adaptation locale basée sur les connaissances. The micro doesn't work. Please. That's okay. Comme je disais, merci beaucoup Sokhna et bonjour à tout le monde. Merci de votre présence ici. Comment les approches intégrées peuvent contribuer à l'adaptation? D'abord, ça peut s'expliquer en plusieurs étapes. Et pour connaître ces étapes-là, il faut un travail de connaissance, de documentation, de collecte de documentation. C'est dans ce sens-là que le projet AACG, à travers deux membres du consortium, PACJA et Oxfam, sont en train de travailler dans un contexte bien précis dans l'axe 4 portant sur les pratiques endogènes d'adaptation. Notre première expérience que nous sommes en train de mener est faite dans le département de Bambey avec une organisation de paysans appelée URAP, Union régionale des associations paysannes de Diourbel. Donc, à travers ce processus de documentation et de collecte de données, nous avons eu à identifier plusieurs pratiques, dont principalement 5, sur lesquelles nous sommes en train de travailler actuellement. Nous en sommes à la phase de collecte. Il nous reste à finaliser avec d'autres phases d'analyse et de validation. Mais dans le cadre de cette étude-là, nous avons pu découvrir que certaines pratiques mises en place réfléchies et mises en place par ces populations-là peuvent être un moyen efficace si elles sont bien documentées et mises à l'échelle, et aussi renforcées au niveau là où elles sont en train d'être mises en œuvre, elles peuvent être un moyen efficace et efficient d'adaptation aux effets des changements climatiques dans ces zones-là. La zone où nous intervenons est une zone de culture, de rente, comme on l'appelle le bassin arachidier. Donc, les populations ont eu à mettre en place ces pratiques qui vont dans le sens d'une meilleure protection des ressources à travers la mise en défense, une meilleure restauration des espaces forestiers et autres. La RNA, avec notamment un focus sur le cadre qui a des propriétés de régénération des sols et de fertilisation des sols. Dans un autre cadre, les femmes qui se concentrent beaucoup plus sur le maraîchage biologique. Et à travers leurs termes, quand on leur a demandé c'est quoi le maraîchage biologique, elles nous disaient que c'est un type de maraîchage qui permet la protection aussi bien du consommateur que du producteur. Elles ont l'habitude, en travaillant, d'avoir leurs enfants sur elles. Donc, elles nous ont dit que elles ont remarqué qu'après avoir adopté cette pratique-là, ça leur permettait de mieux conserver la santé, leur propre santé et la santé de leurs enfants, tout en ayant des revenus assez subséquents par rapport à la production. Il y a aussi une unité de biofertilisant qui est mise en place là-bas et dont la production, la renommée de la production, de l'efficacité de ce biofertilisant-là a connu une bonne
une bonne publicité parce qu'ils nous ont dit que jusqu'au sud du pays, ils ont des clients là-bas. Et ce sont des populations, des communautés qui ont réfléchi sur ça avec l'accompagnement, bien sûr, de certaines structures scientifiques pour mettre en place cette pratique-là. La dernière sur laquelle on a aussi travaillé, maison de fonds RNA biofertilisant, maraîchage. Je pense que j'ai un trou de mémoire. Mais bon, dans l'ensemble, c'est différentes pratiques-là sur lesquelles on a eu à travailler, qu'on est en train aussi de travailler, et on pense pouvoir faire une bonne documentation qui pourra servir de base pour un plaidoyer dans le cadre aussi bien du renforcement de ces pratiques dans cette zone-là, mais aussi d'une mise à l'échelle dans d'autres zones avec des mêmes similitudes, les mêmes problématiques dans le cadre du changement climatique. Merci beaucoup. Merci, Rochelle. Identification et documentation. Tels sont les grands axes que tu as mentionnés. Et comme on dit en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une armoire qui brûle. Donc, on a vraiment besoin d'identifier ces petites actions, de pouvoir les documenter afin de permettre à l'État de pouvoir mettre ça à l'échelle. Parce que c'est juste des phases pilotes, comme on dit. Mais qui parle de changement climatique aussi parle d'impact, mais également de rôle accru que les femmes jouent. Salimata, est-ce que tu peux juste nous présenter comment aujourd'hui les femmes arrivent, malgré leur vulnérabilité au changement climatique, à porter des actions qui méritent d'être mises au grand jour? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Peut-être rappeler un peu, je sais que tout le monde est au courant, que les femmes, souvent, sont les catégories les plus exposées, les plus vulnérables par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. Et le gouvernement, comme les autres acteurs, sont conscients de cette situation et sont en train de développer des programmes et des politiques où les femmes se trouvent être au cœur. Donc, je sais qu'au niveau du Sénégal ou dans d'autres pays, tous les processus PNA prennent les femmes comme étant les acteurs ou les actrices prioritaires par rapport aux programmes qui doivent être mis en œuvre. Parce que simplement, si vous prenez par exemple au niveau du Sénégal, les secteurs prioritaires par rapport à l'adaptation, donc les 9 secteurs prioritaires, partout, les études de référence font savoir que les femmes, la dernière étude, c'est avec le réseau mondial des PNA, où on a essayé d'analyser le processus PNA par rapport au genre, par rapport aux femmes. On a vu que les femmes ne sont pas très prises en compte. Bon, dans la littérature, c'est bien pris en compte, mais dans les actions concrètes, les femmes attendent beaucoup. Mais en attendant, comme elles doivent survivre, elles doivent être résilientes, elles doivent s'adapter, elles développent des initiatives. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en œuvre à partir de leurs propres connaissances, de leurs propres expériences de la réalité. Donc que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau de la pêche, au niveau de la santé, au niveau des ressources, de l'eau, etc., les femmes essaient de développer beaucoup d'activités pour pouvoir survivre. Et nous pouvons peut-être faire le répertoire de toutes ces initiatives développées par les femmes pour survivre. Et je donnerai simplement l'exemple que nous suivons au niveau de notre consortium, au niveau de RICODEF, c'est l'exemple des femmes de Mbao, donc qui sont dans la forêt classée de Mbao. Ce n'est pas fortuit qu'elles soient dans la forêt classée, parce qu'on sait que partout, les femmes ont des problèmes pour accéder à la terre. Et c'est un grand handicap pour les femmes parce qu'elles ont des déficits partout d'accès et de contrôle des ressources. Donc, elles sont obligées de prendre des initiatives. Donc, pour la forêt de Mbao, le cas concret, la forêt de Mbao était transformée en dépotoir. C'est un peu peut-être la fonction naturelle
des forêts qui accueillent les déchets, qui accueillent l'eau, des inondations, etc. Mais à un moment donné, ça posait beaucoup de problèmes, peut-être de santé, de vulnérabilité par rapport à la santé. Le service des eaux et forêts a pensé nettoyer tout ça et peut-être mettre en place un dispositif pour qu'il n'y ait plus de déchets dans la forêt. Et les femmes étaient au cœur de cette opération. Après avoir fait cette opération, elles ont proposé, en tant que leur propre initiative, de développer des activités agricoles pour empêcher le dépôt sauvage d'ordures. Donc c'est comme ça que les femmes sont parties voir le service des eaux et forêts de leur propre initiative et de leur propre expérience. Et on leur a accordé, même si la forêt a un statut spécial, on leur a permis d'être dans cette forêt, mais c'est surtout d'être dans cette forêt, de développer des activités d'autonomisation ou d'amélioration de leurs moyens de subsistance, mais en même temps de mener des activités de conservation de la forêt. Donc c'est un peu ça. Au départ, le service n'avait pas trop confiance aux femmes, leur avait octroyé 500 mètres carrés, mais une fois qu'elles ont fait une campagne, 2 campagnes, et le service a compris que ces femmes-là étaient très engagées par rapport à l'amélioration de leurs moyens de subsistance et par rapport aux activités de conservation de la forêt, que ce soit le reboisement et d'autres activités. Le service des eaux et forêts leur a donné 3 hectares. 3 hectares. Donc pour montrer que souvent, les femmes ont besoin de développer des activités d'adaptation et elles réfléchissent par rapport à ces activités d'adaptation. Elles attendent, c'est vrai, toujours l'État pour les moyens. On attend toujours, hein, c'est tout le monde, hein, ce n'est pas l'État seulement, le Sénégal, tous les pays, on parle d'action climatique. Et l'action climatique tarde et on sait pourquoi ça tarde. Peut-être que ceux qui devaient donner les moyens, jusqu'à présent, n'ont pas encore mis en place les moyens. On parlait de 100 millions de dollars, je pense, et jusqu'à présent, on court derrière ça, mais les femmes ne peuvent pas attendre. Les femmes sont en train de développer leurs propres initiatives qu'on doit capitaliser. Et ça, on appelle ça, je pense bien, les actions locales d'adaptation. Et que ça soit Mbao, je donne l'exemple de Mbao, qui est une initiative palpable, mais partout dans le pays où vous allez, les femmes, si vous allez au niveau du delta du Saloum, au niveau de la Casamance, etc., les femmes sont en train de développer des initiatives locales d'adaptation en attendant que les moyens arrivent. Donc c'est ça un peu la responsabilité, le rôle des femmes, parce que simplement, c'est ça, elles doivent vivre de ça. Peut-être les hommes sont en train de développer des initiatives, mais les initiatives des hommes souvent passent par l'exode rural pour aller au niveau du secteur informel, le commerce ou l'émigration. Mais comme les femmes, par rapport à leurs rôles sociaux et à leur statut, ne peuvent pas bouger, sont obligées de rester sur place et de trouver des solutions à leurs propres problèmes. Merci beaucoup. Merci Salimata, c'est très fort ce que tu viens de dire. C'est très fort parce que tout simplement, comme tu l'as dit, les femmes jouent un rôle capital. Mais également, ça démontre aujourd'hui qu'aucune institution, aucune structure ne peut aller seule. Parce que si l'État va jusque dans des espaces classés à autoriser des populations, ça démontre que le changement climatique est l'affaire de tous. Et en parlant de tous, bien sûr, les jeunes ont aussi un rôle à jouer. Moussa, comment les jeunes sont aujourd'hui en train de travailler pour lutter contre les changements climatiques? Ok, merci beaucoup Sokhna. Donc, je pense que, comme vous le savez tous, au Sénégal, plus de 70% de la population est les jeunes, et que cette catégorie de la population ne doivent pas être peut-être laissée de côté face au changement climatique. Et par rapport à cela, cette catégorie de personnes souvent ignore par exemple les opportunités, par exemple dans l'agriculture, ou bien soit souvent s'ils s'engagent à faire de l'agriculture,
ils pensent que souvent c'est parce qu'ils n'ont pas, ils ont peut-être cherché de l'emploi, ils n'ont pas trouvé. Il n'y a pas une valorisation, par exemple, des jeunes pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Et souvent, ça aussi, ça pose problème par rapport à cette perception. Et nous aussi, dans le cadre du programme EACJ au Sénégal, nous avons travaillé avec le village SOS des enfants parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, face à ce fléau qu'il y a de la revalorisation de la culture et tout, donc il faudrait bien aujourd'hui sensibiliser les enfants à ce qu'eux aussi qu'ils puissent, par exemple, comprendre que l'agriculture est un secteur plein d'opportunités, de potentialités, qu'eux-mêmes, ils doivent s'y engager parce que actuellement, nous voyons que beaucoup, même dans certains secteurs et autres, donc l'agriculture est très bien développée. Et qu'aujourd'hui aussi, ces jeunes-là, ces enfants, s'ils sont formés et qu'on les explique vraiment les tenants, les aboutissants, afin qu'ils puissent comprendre exactement eux comment ils peuvent faire pour améliorer l'agriculture, à pouvoir comprendre tout ce qu'ils peuvent faire. Donc ça pourra les aider à mieux s'intégrer. Et par rapport à ça aussi, les jeunes qui, par exemple, les enfants avec qui nous avons travaillé, parce qu'au niveau du village SOS des enfants, il y a beaucoup d'espaces qui n'ont pas été utilisés. Donc, nous les avons formés à la création de pépinières pour faire le maraîchage. Donc, ça aussi, ça a été une belle initiative parce que c'était la première fois qu'eux aussi qu'ils développent ces genres d'activités. Et récemment même, au mois d'octobre, nous avions été là-bas pour encore vérifier un peu la situation de ce qui a été fait. Donc, on a vu vraiment que c'était une continuité. Bien vrai que nous, on n'est plus là-bas, mais les enfants se sont vraiment appropriés de cette initiative, qu'ils continuent eux toujours de pouvoir continuer le maraîchage. Et ça aussi, c'est quelque chose de positif. Et je pense que les jeunes aussi ont beaucoup de solutions à apporter face à ce changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu par rapport à l'économie numérique, par exemple, aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont développés par des jeunes à pouvoir, par exemple, contrôler la période de récolte, s'ils font leurs semences et autres. Donc tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, je me dis, entre les jeunes, les femmes, donc s'il y a une bonne collaboration, donc ça permettra, ou bien qu'on puisse mettre en synergie nos actions, ça pourra nous permettre d'avoir un niveau beaucoup plus élevé dans ce secteur. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Ils n'ont rien fait pour subir les changements climatiques, mais ils doivent être ingénieux pour s'en sortir parce qu'ils sont les plus exposés. Merci beaucoup pour ton intervention. On vient juste d'être rejoint par Awa de Anaxim et on sait que dans les changements climatiques, la météo, l'information climatique joue un rôle très capital. Aïda, je vais juste faire un bref résumé de ce qui a été dit. On est parti des approches intégrées d'adaptation ou de petites actions qui sont menées au niveau local. Comment aujourd'hui, à travers ces approches-là, on arrive à rendre efficientes ces actions des populations, pas seulement que ce soit la RNA ou autres activités, mais qu'on arrive à mettre toutes ces activités ensemble. On a aussi revisité le rôle des femmes et des jeunes qui sont les plus vulnérables au changement climatique aujourd'hui. Et la question de l'identification des initiatives, mais également de leur documentation est importante, mais aussi la maîtrise de l'information climatique, elle est importante. Comment aujourd'hui l'ANACIM avec laquelle vous travaillez arrive à développer des connaissances accessibles. L'accessibilité est très importante. Accessible, accessible pour les aider à éviter les pertes pendant qu'elles développent ces initiatives-là.
Merci Madame Dia, bonjour à tous. Désolée de vous avoir rejoint avec un peu de retard, on a eu quelques soucis dans le métro, mais croyez-moi que j'ai offert mon meilleur marathon à la Usain Bolt. Alors merci pour cette question qui est très pertinente. D'abord, j'aimerais dire qu'il y a plusieurs manières de faire de l'adaptation au changement climatique. Et justement, la fourniture de services d'information météorologique et climatologique est une de ces manières de faire de l'adaptation au changement climatique. Nous n'ignorons pas les effets du changement climatique. Le dernier rapport du GIEC vient nous confirmer ce dont nous doutions déjà. Les événements extrêmes seront de plus en plus récurrents avec des impacts de plus en plus importants sur les populations, mais sur notre développement d'une manière globale. Alors l'ANACIM, depuis plusieurs années, on va commencer à partir de 2011 où l'affirmation s'est clairement faite. Le premier exemple de réussite en termes d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'agriculture. En 2011, la région de Kaffrine, nous l'avons investi. Nous avons mené une approche orientée cible finale avec des séminaires de sensibilisation parce qu'avant que la cible ne puisse vraiment s'adapter, adopter des mesures pour en tout cas développer une meilleure résilience face aux effets du changement climatique, il faut que ces cibles sachent l'impact de ces changements climatiques dans leur activité. Et nous, notre approche est vraiment orientée communauté de base. Nous allons vers ces communautés, nous menons des séminaires de sensibilisation, nous leur parlons avec le langage le plus simple possible. On accepte d'abord les connaissances empiriques parce qu'on trouve dans ces communautés des connaissances traditionnelles qui étaient là dans l'agriculture. On ne les renie pas. On les écoute, mais on leur dit le plus qu'on apporte relève de la science. Aujourd'hui, on a de supercalculateurs qui nous permettent de faire des prévisions avec des taux de succès qui sont très importants. Et de là, on a commencé à développer des mécanismes de résilience. Aujourd'hui, dans le secteur de l'agriculture, nous collaborons avec des startups locales, purement sénégalaises, qui développent des solutions smart, qui intègrent des alertes vocales en langue locale. On a 5 langues locales avec le partenaire technique Jokalante. On a les textes-messages au format SMS. C'est le même format qu'on avait développé avec le secteur de la pêche artisanale. Ce secteur-là a développé une résilience extraordinaire parce que nous avons investi tout le littoral sénégalais partant de Saint-Louis au Cap Skirring. Nous avons été vers les conseillers locaux de pêche artisanale, vers les quais de pêche. Nous avons formé ces communautés-là à d'abord être conscientes du risque climatique dans leur activité. Dans le domaine de la pêche, il s'agit de pertes en vies humaines d'abord. Parce que quand on part en mer sans prendre connaissance de l'information climatique, on risque sa vie. Et derrière les vies qui sont perdues, c'est toute une chaîne qui en pâtit. Il y a des familles derrière qui, en tout cas, vivent de ces revenus qui proviennent de cette pêche artisanale-là. Donc aujourd'hui, ces pêcheurs artisanaux ont adopté l'information climatique dans leur activité. Je donne un petit exemple. En 2018, nous avons eu un phénomène extrême, des raz de marée. C'était des houles en réalité, des vagues de plus de 6 mètres qui ont causé des raz de marée sur le littoral nord, vers Gandiol. Mais il y a eu 0 perte en vies humaines. Parce qu'une semaine à l'avance, le système d'alerte précoce a été déclenché avec des bulletins. Je rappelle que pour le secteur de la pêche artisanale, le taux d'analphabétisme était très fort. Il fallait communiquer avec un langage qu'ils comprenaient. Et nous nous sommes imprégnés de cela. Nous avons développé des bulletins avec des codes de couleurs. Nous avons été les former pour qu'ils puissent comprendre. Aujourd'hui, quand ils reçoivent un bulletin d'alerte de l'ANACIM, ils peuvent décortiquer en images ce qui se passe. Le drapeau rouge veut tout simplement dire qu'il ne faut pas aller en mer du tout. Quand c'est vert, RAS, on peut y aller. Quand c'est jaune, il y a un événement qui est attendu avec tel seuil. Donc c'est des mécanismes de cette sorte qui sont développés avec l'appui des relais communautaires. On a l'union des radios communautaires avec laquelle on travaille. Nous avons les relais communautaires locaux au niveau des quais de pêche. Et il y a les canaux de dissémination standards, les radios nationales, la télévision, etc. Donc, c'est ces mécanismes-là. Quand je prends un autre secteur tel que la gestion des inondations, avec l'ONG CRED, nous avons travaillé dans le cadre du projet Pingiri. Ils ont investi la banlieue dakaroise. Aujourd'hui, les Badjenougor, même la mairie a intégré ce dispositif-là parce qu'ils sont très importants dans ce dispositif. Quand il y a alerte de l'ANACIM qui dit qu'il va y avoir d'importantes pluies, le mécanisme est développé. Les Badjenougor sensibilisent, les jeunes, les femmes s'activent
Et là, les motopompes sont distribuées par la mairie. Et au moins, ils se préparent. Ils savent qu'ils vivent dans des zones sujettes à des inondations. Ils préparent la réponse. Donc, tout ce qu'on fait tourne autour de la gestion des risques climatiques. Donc, les défis auxquels on fait face, bien sûr, il y a le défi technologique. Il y a en fait des limites de couverture réseau dans certaines zones. Quand je parle de SMS, d'appels vocaux, il faudrait qu'on ait une couverture réseau assez large. Et là, on fait un clin d'œil aux opérateurs de télécommunications. Le service voix est là, mais les coûts demeurent encore très chers et quasi inaccessibles, disons, pour le Sénégalais lambda, qui est dans un coin très reculé du pays. L'autre défi, c'est l'apport du secteur privé. Nous ne pouvons pas être partout, nous le savons. C'est pourquoi nous avons commencé à développer des partenariats publics-privés et nous invitons le secteur privé à davantage s'investir, accompagner cet effort d'adaptation-là. Parce que, at the end of the day, le plus important, c'est que la cible puisse développer sa résilience pour faire face, apporter une réponse à ces effets du changement climatique. Merci. Merci beaucoup, Awa. C'est très important d'avoir l'information climatique. Sorry, guys. Je disais merci beaucoup, Awa. C'est très important d'avoir l'information climatique, la disponibilité, mais également l'accessibilité et les moyens, les canaux de véhicules. C'est très important. Je vais tourner juste vers ma collègue, Seynabou. Une fois qu'on a l'initiative, on identifie les problèmes, on les documente. On sait qu'il y a un dernier défi qu'il faut relever, le financement. Aujourd'hui, quelles sont ces barrières de financement qui limitent vraiment la mise en œuvre de ces actions locales d'adaptation? Merci à mes prédécesseurs et voilà, disons globalement, avant qu'on me dise genre encore. Alors, tu l'as dit, Sokhna, la problématique, parce que c'est une problématique des finances climat est vraiment l'un des plus grands défis, particulièrement des organisations de la société civile et surtout des communautés à la base qui se battent contre les effets du changement climatique. Dans le cadre du projet ACG, à Oxfam, nous avons mené une étude sur l'accès des financements verts multilatéraux aux organisations de la société civile et une autre étude dont je vais parler rapidement tout à l'heure sur la perception du changement climatique par les communautés, particulièrement celles qui vivent sur la côte. Il y a plusieurs défis qui ne s'arrêtent pas simplement au Sénégal, encore moins à l'Afrique, mais il y a un défi aujourd'hui mondial, global, d'accès aux fonds multilatéraux pour les communautés à la base. L'un des premiers défis, comme Awa le disait tout à l'heure, c'est toujours un défi d'accessibilité. Donc, le défi d'accessibilité est lié d'abord au faible accès des organisations de la société civile, des communautés aux fonds verts multilatéraux. Et malgré que le Sénégal ou bien d'autres pays soient engagés et fassent des efforts dans l'ouverture, dans l'information, l'accès à l'information, les communautés à la base n'ont pas, les organisations de la société civile n'ont pas encore vraiment un accès assez fort. Et c'est ainsi que, par exemple, sur les 13 projets, ici on donne un exemple, approuvés au Fonds vert climat, seulement 4 impliquent les ONG comme entité d'exécution, avec, bien sûr, en collaboration avec les entités accréditées. Il y a un deuxième point qui est un frein à l'accès à ces fonds, c'est la complexité vraiment des procédures d'accès aux fonds multilatéraux, particulièrement le Fonds vert climat. Donc, il y a le FEM et le Fonds d'adaptation, mais le Fonds vert climat particulièrement est très complexe, pour les communautés à la base, pour les organisations de la société civile, disons les OCB. Il y a par ailleurs la barrière à l'accréditation pour les organisations de la société civile. Donc, les fonds multilatéraux, particulièrement le Fonds vert climat, travaillent par l'intermédiaire d'entités accréditées, comme nous le savons tous, pour canaliser en fait ces flux et ces ressources vers des projets et des programmes. Et ces entités, elles peuvent être publiques ou privées. Au Sénégal, nous avons
la Banque agricole et nous avons le CSE, mais elle respecte toujours les normes du fonds qui, comme je l'ai dit tantôt, sont très restrictives et vraiment à la limite, pour certaines, même pas du tout inclusives. Un autre point lié aux barrières d'accessibilité, c'est l'insuffisance d'accès à l'information sur les opportunités de finance climat. Donc, les lourdeurs des procédures des bailleurs de fonds au-delà du fonds vert climat, le manque d'informations, particulièrement du monde rural, dû à la fracture numérique, comme elle le disait tout à l'heure, le niveau d'expérience et d'expertise qui est sollicité, nous allons revenir sur ça tout à l'heure, l'accès difficile aux documents de politique et de planification sur le climat, les exigences en matière de cofinancement qui sont restrictives à l'entrée et les garanties d'ailleurs pour des OCB, la faible mobilisation de la finance climat par les entités directes. Et ça, c'est un véritable problème pour nos pays. Et enfin, une barrière à l'entrée aussi, c'est la barrière linguistique. Il est important de souligner qu'au-delà, il y a quand même des inégalités qu'il faut souligner, qui sont vraiment très structurelles. Et les pays francophones n'ont pas les mêmes opportunités que les pays anglophones au regard de la disponibilité de l'information, des documents, des opportunités qui sont plus en anglais qu'en français. Un autre niveau de barrière, Sokhna, quand on passe la barrière de l'accessibilité, c'est la barrière liée aux capacités. Et donc, il y a une faible capacité humaine et institutionnelle des organisations communautaires de base qui ont besoin non seulement de financement pour pouvoir recruter une ressource humaine de qualité, mais pour avoir aussi une assise institutionnelle qui puisse leur permettre de mettre en œuvre leur projet. D'autres barrières, au-delà de la barrière linguistique qui a l'accessibilité dès l'entrée, ne facilite pas l'accès à l'information, il y a au niveau capacité aussi la barrière linguistique dans le travail qu'il faut faire pour l'élaboration des documents. Il y a les barrières, tout ce qui concerne les ressources humaines techniques, information, montage de projets, le manque d'information au niveau des procédures, le manque de formation et de capacité, particulièrement financière, pour mobiliser les ressources. Donc, les organisations locales ne peuvent pas aussi apporter très souvent les garanties que ces fonds demandent. Il y a les capacités administratives, comme je l'ai tantôt dit, concernant vraiment les capacités institutionnelles, la non-formalisation aussi de nos structures, Sokhna, très souvent au niveau communautaire, l'insuffisance de réseautage. Il est important pour capter ces fonds-là que ces organisations à la base de femmes, de jeunes, soit dans des réseaux importants, soit dans des réseaux interliés structurels d'acteurs locaux, de l'État, du secteur privé. Il y a la réticence à l'innovation et au changement de pratiques, comme par exemple en ce qui concerne les assurances, quand elle parlait tout à l'heure d'information climatique. Quand tu vois quelqu'un qui va te dire on a toujours fait de telle manière, on peut savoir quand il va pleuvoir ou pas, nos grands-parents faisaient telle ou autre chose. Donc, c'est-à-dire, il arrive quelquefois aussi qu'il y ait cette limite-là, qui est vraiment intrinsèque et qui est aussi liée au niveau d'information et de connaissance. La méconnaissance des mécanismes et enfin, de manière vraiment globale, la compréhension intégrale des problèmes qui sont liés au changement climatique. Je vais rapidement revenir sur ça. Il y a une dernière barrière qu'il est important de souligner. Et c'est ce dont Tata Sali parlait tout à l'heure et qu'on appelle vraiment l'impact différencié du changement climatique. Le changement climatique n'impacte pas de la même manière les hommes, les femmes et les enfants. Et pour ce faire, je donne un exemple très rapide. À chaque fois que je dis cela, les gens me demandent mais pourquoi? La femme, on le sait dans nos communautés, est celle qui va chercher l'eau. Je ne parle pas de celle qui vit en milieu urbain,
mais celle qui vit en milieu rural et qui est une intersectionnalité forte quand on parle de l'impact différencié du changement climatique. Celle qui doit aller chercher de l'eau et qui le cherchait à 2 kilomètres. La ressource en eau est celle qui est le plus impactée par le changement climatique. Si là où elle devait chercher l'eau à 2 kilomètres, elle doit le chercher à 10 kilomètres. Imaginez l'impact. Ce n'est pas seulement le temps. Cette femme, elle est maman, c'est elle, caregiver, c'est elle qui donne les soins aux enfants particulièrement et les personnes du troisième âge. Pour aller chercher de l'eau à 2 kilomètres, ça lui prend peut-être 15-20 minutes. Si c'est à 10 kilomètres, ça lui prend plus de temps. Ça impacte la gestion de la maison. Ça impacte la santé et le bien-être de l'enfant et des personnes du troisième âge. Ça impacte la qualité et la sécurité nutritionnelle de la famille. Parce que si cette femme avait, par exemple, ce qu'on appelle toker, son petit jardin potager, où elle fait le jardinage pour nourrir sa famille, mais aussi avoir sa petite activité génératrice de revenus, vous voyez la chaîne de valeur. Et on ne parle pas encore de l'impact que cela peut avoir sur son couple et sur sa santé à elle-même. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est toute une chaîne. Et donc, quand on parle d'adaptation, particulièrement adaptation locale, il est important de prendre en compte toutes ces intersectionnalités-là, particulièrement les femmes vivant en milieu rural, les jeunes, les femmes vivant avec un handicap, et au-delà, vraiment pousser pour que ces fonds-là, qui sont le nerf de la guerre, puissent être adressés et facilement accessibles à ces femmes. Il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Awa l'a souligné, nous avons fait une étude SORNA au-delà de cette étude sur l'accès des financements, qui est vraiment un clou, un point important qui ne facilite pas l'adaptation des populations face au changement climatique. C'est une étude sur la perception. Quand on parle de la perception, c'est comment aujourd'hui les communautés perçoivent le changement climatique. Si les communautés ne comprennent pas ce qu'est le changement climatique ou qu'elles ne perçoivent pas tel qu'il se doit les impacts liés au changement climatique sur leur activité génératrice de revenus, sur leur environnement, sur leurs écosystèmes, sur leur santé et sur le développement de leur communauté de manière globale, elles ne peuvent pas prendre comme il se doit à bras le corps ce combat qui est le leur. Donc, globalement, nous, voilà ce que nous faisons et qui démontre que particulièrement, vraiment, il y a deux tranches, on va me dire féministes et tout, mais c'est important. Les jeunes et les femmes, vraiment, tout le monde a besoin de s'adapter aux communautés, mais essayons de mettre l'accent et la priorité sur les couches qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus exposées et qui subissent le plus les effets du changement climatique. Merci. Merci beaucoup, Seynabou. Très fort, très important. Comme tu l'as dit, ça a un impact sur même la vie de couple. Parce que quand tu devais rentrer à 18h, être prêt, comme aime souvent me rappeler ma mère, quand tu dois aller chercher de l'eau et revenir et faire tout le travail de la journée, je pense qu'à 20h, tu cherches qu'à dormir. Et de fil à aiguille, ça impacte. Ça a un impact sur les vies de couple. Seynabou, je retiens deux grandes choses sur les barrières. Un élément qui est orienté vers le processus, donc qui est vraiment lancé à ses donneurs, à ses bailleurs, au regard de la complexité, au regard des procédures, au regard de toutes ces contraintes que tu as soulevées. Mais je soulève aussi et je relève avec importance un levier sur lequel nous pouvons travailler, c'est le réseautage. C'est voir comment relever tous ces défis qui sont liés à nous. Nous, en tant qu'organisation, nous, en tant que communauté, nous, en tant que population. Et ensemble, quand on arrive à lever ces deux barrières-là, on pourrait espérer avoir une flexibilité. Je ne dis pas les sortir du dispositif, mais avoir une flexibilité pour permettre à ces communautés d'accéder au financement, au bien-être du climat, mais également au bien-être de nos pays. Je ne sais pas si est-ce qu'Amel nous accorde 5 minutes pour prendre 2 questions. Merci beaucoup. 8 mètres. Le micro.
Je suis en train d'imaginer la question de Maître. Oui, bonjour, Sorna. Merci, mon cher Mamadou. Je ne pouvais pas ne pas être là. Vous nous avez sorti les salles de négociation. Mais je dois dire que c'est très rafraîchissant. Ça nous ramène sur terre quand on rate et quand on discute. Merci à toutes et à tous. Je voudrais juste un petit mot pour valider la conclusion de Mme Ba tout à l'heure, quand il parlait à la fin du monsieur qui va en exode rural. Il va aller bien sûr faire sa quincaillerie sur Mbague. Et il y a une anecdote que aime raconter Lamine Diatta, je l'ai entendu pour la première fois à Nairobi, le paysan qui avait son champ inondé. Tellement inondé qu'il ne pouvait plus faire son arachide, il est parti à Dakar, il est parti dans la capitale. Quand il est revenu, sa femme derrière avait eu l'idée de planter du riz dans l'eau. Il était tellement fatigué, il avait faim. Quand sa femme lui a donné du riz, il s'est étonné de savoir d'où venait le riz. Alors la femme lui a montré les plantes, comme quoi c'est un exemple type d'adaptation selon les circonstances. Merci à vous encore une fois. Quand on ira discuter, on saura ce qu'on aura en tête. Merci. C'est exemple d'adaptation et intelligence féminine. C'est bon? Other question? Non? Vous voulez? Ok, allez-y. Attends, excusez-moi. Bonjour tout le monde, merci aux différents intervenants et des interventions aussi pertinentes. Moi, je suis du ministère de l'Agriculture. Ma première question s'adresse à Rokhaya, parce que vous avez parlé de beaucoup d'initiatives et de pratiques et d'options d'adaptation que vous entreprenez sur le terrain, surtout qui concernent des producteurs agricoles. J'aimerais savoir quelles sont vos synergies ou bien comment vous travaillez avec les sectoriels, notamment le ministère de l'Agriculture, qui est responsable de ce volet et qui fait beaucoup de choses dans ce domaine. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites, particulièrement dans le département de Bambey, où le ministère a une plateforme locale qu'on appelle la plateforme Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire. Donc s'il y a lieu, ou bien s'il n'y a pas, de voir comment s'approcher de ces structures étatiques pour qu'on puisse travailler ensemble afin de pouvoir capitaliser ce que vous êtes en train de faire sur le terrain. Ma deuxième intervention, ok, je ne sais pas si Rokhaya ou Pape qui a parlé de l'engagement des agriculteurs, des jeunes surtout sur l'agriculture. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de sous-valorisation des métiers de l'agriculture, mais aussi il faut prendre le risque de l'agriculture. Parce que c'est un des investissements les plus risqués. C'est ce qui pousse les jeunes à ne pas s'investir dans l'agriculture. Parce que vous mettez 100 000 francs sur terre, ce n'est pas 100 000 francs qu'on achète une moto ou bien on achète des sacs qu'on vende et avoir 150 000. Vous pouvez investir 100 000 francs, mais avec des paramètres climatiques, des risques qu'on ne maîtrise pas, on peut perdre notre récolte. Il y a les infestations avec les insectes, entre autres. Donc je pense qu'il faut s'investir davantage sur le renforcement des capacités des acteurs afin de leur pousser davantage à investir dans l'agriculture. Je vous invite à assister au prochain panel qui va parler de l'agriculture et ça peut permettre de voir quelles sont les synergies qu'il peut y avoir entre ce que vous faites et ce que les ministères sectoriels font. Merci. Rokhaya, tu veux apporter... Merci beaucoup pour cette intervention. Dans le cadre de ce processus, exactement, nous n'avons pas encore sollicité les ministères sectoriels et autres, mais on est dans la dynamique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes d'abord dans la phase d'identification et de collecte que nous avons terminée récemment. Dans la phase d'analyse, il est prévu d'impliquer tous les secteurs institutionnels qui ont été cités par les producteurs eux-mêmes, par les communautés elles-mêmes. Elles nous ont renseigné sur les différentes collaborations qu'elles ont eu à avoir dans le cadre de ces initiatives-là. Donc c'est prévu prochainement un atelier d'analyse avec toutes les institutions concernées pour pouvoir continuer dans la dynamique. Mais en tant que collaboration avec les ministères sectoriels, principalement le ministère de l'Agriculture avec Mme Bakela, on a eu l'année dernière, dans le cadre d'Action solidaire internationale, à faire des démarches dans ce sens-là et on espère pouvoir continuer cette dynamique aussi. Merci beaucoup.
Merci. J'aimerais juste appuyer les propos de mon cher ami Djibril, dire qu'il faudrait une synergie de ces actions parce qu'on a déjà testé des solutions qui marchent, qui ont montré leurs résultats. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai beaucoup entendu parler de risques dans l'agriculture, mais aujourd'hui, on a cette expertise-là. On a une plateforme que l'on appelle le groupe de travail pluridisciplinaire qui regroupe les ministères sectoriels. Partant du début de l'hivernage jusqu'à la fin, ce groupe se réunit au niveau national et au niveau départemental. Dans les niveaux départementaux, on a le préfet qui préside ce GTP-là. Et la finalité, c'est de produire de concert entre les différents sectoriels un bulletin qui est un outil d'aide à la prise de décision pour les agriculteurs et les autres usagers des différents secteurs. Donc c'est quelque chose à capitaliser. On ne peut pas aujourd'hui ignorer le risque climatique. Notre agriculture est essentiellement pluviale. Donc il y a des exemples de réussite qu'il faudrait capitaliser et on vous invite, on ouvre nos portes. Il faudrait venir vers cela. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est important ce que vous dites, Awa. Mais je pense que, comme je l'ai dit aussi tantôt, la disponibilité de l'information est importante, mais également son accessibilité. Je pense que même si on produit des bulletins, c'est très bien, c'est déjà un pas, mais il faut aussi voir et travailler sur l'accessibilité. Comment ces informations, qui sont souvent en français ou techniques scientifiques, comment le pêcheur ou l'agriculteur X ou Y qui est dans son petit champ arrive quand même à pouvoir décortiquer, comme tu disais tout à l'heure, et à pouvoir l'utiliser. Et peut-être, j'essaierai juste d'apporter un élément de réponse par rapport à l'intervention tout à l'heure, sur tout ce qui est renforcement de capacité, sensibilisation et autres. Je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a des initiatives qui sont en train de se faire. Il y a des initiatives qui sont en train de se faire en termes de sensibilisation, de renforcement de capacité. Et de plus en plus, comme les jeunes sont souvent orientés vers certaines approches, la musique urbaine par exemple, il y a des festivals que les organisations de la société civile organisent en milieu rural, en milieu urbain, en utilisant le théâtre, en utilisant le rap, en utilisant tous ces outils de communication accessibles à la jeunesse pour pouvoir leur dire, écoutez, voilà l'information, véhiculer une connaissance, véhiculer l'information et les pousser à s'intéresser pour qu'ils aillent creuser davantage. Je pense que Nabou, tu voulais dire quelque chose avant juste qu'on libère dans ça. Alors, je voulais juste, c'est un message à l'endroit de nos chers négociateurs. C'est important aujourd'hui, quand on parle de cette question, de cette problématique d'adaptation et d'accès des communautés à la base au financement, de porter cela comme une question de justice climatique. C'est une question de justice climatique parce que nous ne pouvons pas être ceux qui polluons les moins, subissons le plus le changement climatique et qu'on nous demande encore de nous endetter pour pouvoir nous adapter au changement climatique que nous n'avons pas posé. C'est une question de justice climatique. Il faut décoloniser cette question de financement climat. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à ce que ces pays développés comprennent et sachent que, insidieusement, cette problématique de solidarité climatique qu'ils veulent mettre en place n'existe pas. La solidarité, on la ressent envers une personne qui vit une situation dont vous-même, en fait, vous n'avez aucune part. Vous ne pouvez pas avoir la plus grande part d'une situation indélicate d'une personne et dire vous êtes solidaire. C'est des actions qu'il faut poser pour réparer. Et on ne peut pas réparer en demandant à une communauté qui subit de payer pour cette réparation. Et il est important vraiment, au moment où toutes ces questions-là sont revisitées et évaluées, de voir que pour les prochains steps, cette question-là vraiment doit être claire et à la limite non négociable. Très bon appel. Responsabilité au lieu de solidarité. Nous demandons une responsabilité et une réparation. Nous demandons des financements. Nous demandons de la technologie. Mais également, nous demandons de la valorisation de notre technologie. On en a au niveau local. Qui nous aide à pouvoir porter ces technologies-là. Et malheureusement, le négociateur CITICN n'est pas là, mais
à Dakar, quand on faisait la réunion, on discutait de ça. Je dis, mais écoute, on a des universités, on a des connaissances. Il faudra aussi que dans le transfert de technologie, qu'on ne nous amène pas la connaissance et nous l'imposer. Il faudrait qu'on puisse intégrer nos connaissances, nos technologies, pour que demain, s'ils décident de partir, que nous, on puisse encore garder, cette propriété-là des informations. Voilà un peu, chers invités, ce qu'on voulait partager avec vous. Je remercie les très chers panélistes de ce matin et particulièrement vous qui êtes venus très tôt pour nous écouter, partager nos expériences des femmes, des jeunes, pour aussi démontrer qu'aujourd'hui, sans la gouvernance partagée, sans la cogestion, on ne peut pas trouver de solution durable au changement climatique. Chers amis, je vous remercie.